Bonjour à tous et bienvenue. Merci de votre présence pour commencer. Donc, on est autour de ce webinaire pour discuter d'IA au service de la prise de décision sur le secteur public et industrie. Donc, je vais me présenter. Dans un premier temps, donc enchanté, moi c'est Shervin Pourachemi, je suis ingénieur d'affaires et responsable de département sur le secteur public et industrie. Et je suis avec Andreas. Andreas, je laisse te présenter Du aussi. coup, Andreas Trupin, ingénieur avant-vente, j'accompagne Shervin pour des démos techniques et de l'expertise sur tous les sujets de stockage, modélisation, data science et visualisation de la donnée. Super, merci Andreas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, l'idée, c'est de vous présenter déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui est Midral. On va présenter les contextes et les enjeux de l'IA de manière assez générale. On va prendre un cas d'usage, qui est le traitement documentaire via l'intelligence artificielle. Andreas nous fera une belle démo avec ces outils. Et puis, on va se réserver quand même un petit créneau de questions-réponses. Donc, évidemment, comme on l'a dit au départ, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat. Si on essaiera d'y répondre au fil de la présentation. Sinon, on aura toujours ce créneau où on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour rentrer dans le détail. Alors, qui sommes-nous? Midral, on va se présenter déjà comme un pure player data. Pure player, qu'est-ce que c'est? Ce sont des experts. Ça veut dire qu'on ne fait que de la data et on fait que ça depuis maintenant un peu plus de 15 ans. On est spécialisé sur la chaîne de valorisation de la donnée, donc on se présente comme un cabinet de conseil qui va pouvoir accompagner nos clients du cadrage de leur cas d'usage jusqu'au delivery. Et même post-delivery, on va pouvoir vous accompagner sur de la formation pour la montée en compétences de vos collaborateurs ou de vos. Donc là, on va parler de manière générale, ça va être l'organisation qu'on va avoir au niveau des différents secteurs qu'on va adresser. Donc on va pouvoir retrouver tout ce qui est banque, finance, assurance, tout ce qui est retail et services et tout ce qui va être autour du public et industrie. Donc ce qui est à noter aussi sur cette partie-là, c'est plus on travaille principalement avec les métiers. Donc d'un métier à l'autre, que ce soit sur la partie BFA, retail ou public et industrie, que ce soit sur les métiers du RH, que ce soit de l'IT pour marketing, IT for business, etc., etc. C'est des cas d'usage qu'on va pouvoir rapporter d'un métier à l'autre et de vous accompagner toujours dans la montée en maturité au niveau des process, autour de la donnée et autour de l'IA. Pour rebondir dessus, effectivement, et pour donner un peu de concret, donc un peu qu'importe le secteur dans lequel on intervient, nous, Midral, on commence à avoir de plus en plus de use case IA et d'usage justement de l'IA pour du traitement documentaire. Ça peut aussi bien être utile pour des pôles RH, pour de l'opération, pour de la supply, pour du juridique. Ça, on y reviendra un peu plus tard, mais voilà, on se retrouve un peu avec tous ces secteurs qui sont de plus en plus enclins à tester des choses, à les industrialiser. Et justement, c'est parce on entend de plus en plus parler que on a voulu faire ce webinaire un peu pour cristalliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec certains de ces acteurs, le vulgariser, montrer un peu la simplicité de mise en place et donner envie à d'autres personnes de se lancer dessus. Exactement. Voilà. Donc l'idée, c'est cet apport de valeur. Et comment on va faire? Donc du coup, ça c'est sur notre démarche de manière générale, sur le cycle de valorisation de la donnée qui va se diviser en deux grands blocs, tout ce qui va être préparation de data et visualisation. Donc on a parlé de cas d'usage tout à l'heure, on va même pouvoir parler de stratégie business de manière plus macro, high level, ou de cas d'usage bien spécifiques, peu importe. L'idée c'est qu'on puisse vous accompagner sur ces stratégies et une fois qu'on l'aura bien en visu, on va pouvoir s'appuyer sur vos processus métiers, dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit marketing, commerce, RH, finance, etc., pour construire ensemble toute la gouvernance de la donnée, le data management, la business science. Donc, quand on parle de business science, c'est tout ce qui va être data science, analytique augmentée, prédiction, etc. Donc, ça va être le premier bloc. Une fois que ces données seront propres et préparées, nous allons pouvoir la mettre en visualisation sous forme de reporting ou dashboard, ou même de data visualisation qui est un format un petit peu plus spécifique qui a été développé par Midral et qui va vous permettre d'avoir une visualisation de manière macro sur vos indicateurs clés et de pouvoir faire du deep down pour rentrer dans le détail. Voilà. Merci, Shervin. Ouais, tout bon. Je vais laisser la main maintenant à Andreas pour continuer la présentation.
L'idée avant de rentrer dans le vif, du sujet, donc la partie application de l'IA pour du traitement documentaire et comment faire, ça simplement et gratuitement. Je voulais juste refaire une passe avec Shervin sur la partie donc des contextes et enjeux de l'IA. L'idée, c'est de d'un peu, résumer ce à quoi on fait face aujourd'hui avec, nos clients, des besoins, et des enjeux de nos clients avec l'IA et pourquoi ça voilà, c'est des sujets qui viennent, de plus en plus récurrents. Hem, du coup, si on est très, très, très synthétique, aujourd'hui, côté, IA, on a 3 grands, items. On va avoir, d'une part, la partie évolution rapide. Je vous apprends rien, ça fait maintenant 2-3 ans que à peu près tout le monde a, ChatGPT ouvert sur un onglet ou même installé sur son ordinateur. On a des évolutions technologiques qui vont très, très vite. On a de la Gen AI, on a du LLM, en voulez-vous, en voilà, sur, plein d'acteurs. On a des Français qui se battent dessus. C'est des plein, plein, plein de nouvelles opportunités, qui s'ouvrent à tout le monde. On en parlait en préambule, avec un des participants. Les gens l'utilisent aussi bien pour le pro, que pour le perso. Il y a des use cases, à foison. Et du coup, autant d'opportunités égale et beh, du coup, un montant de risque, qui l'accompagne. Donc on a déjà ça, d'une part. Ensuite, on a pas mal d'items autour de la conformité et de la sécurité. Là, d'ici, 2026, rentrera en vigueur, la réglementation européenne, sur, l'IA. Donc, vous avez l'IA Act. Si jamais vous voyez RIA, c'est règlement, l'IA Act. Donc il y a ça qui va rentrer en jeu. On va avoir, du combat, avec du Patriot Act. Enfin, il va y avoir de la RGPD, du Patriot Act, des lois différentes, selon là où vous travaillez et les transits de données. Donc il y a un gros travail à savoir, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée? On en ingère, des milliards et des milliards. C'est sûr que quand vous jouez avec du ChatGPT, à la fois vous jouez sur la base d'un très, très, très grand nombre, de données, peut-être pas toujours exhaustif, avec souvent énormément de biais. Et puis ensuite, vous aussi, quand vous l'utilisez, vous fournissez, de la donnée, des informations. Pareil, il y a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on fait et où ça va. Et puis, le troisième item, c'est que, on parle d'outils incroyablement puissants et qui sont développés vraiment, vraiment très, très vite. Il y a des bons incroyables, on discute avec des collègues. Les bons enfin, le bon qu'on vient de voir là avec l'IA et la Gen AI, c'est peut-être des choses aussi incroyables que, l'arrivée d'internet ou, des réseaux sociaux. Mmh. Et du coup, il y a toujours ce petit, démarrage qui peut être un peu complexe de: «OK, c'est des technologies incroyables, on n'a pas encore pris le temps de me le vulgariser, de me dire comment, ça marche». Et en fait, maintenant, avec, l'avènement, des outils low code, no code, même des gens sur du temps perso ou même des gens qui sont pas formés aux outils de l'IA, peuvent, développer, chez eux, des, pipelines, de traitement de la donnée avec, de l'IA. Peuvent mettre des pipelines en place pour faire du traitement documentaire, automatisé, soit pour du perso, soit pour des use cases pro. Vous voulez vérifier que votre toutes les factures, vous alimentez, 2 000 factures, est-ce qu'elles sont bien remplies? C'est des choses qu'on peut faire maintenant très, facilement. Ça, c'est la partie enjeux et risques. J'ai été un peu peut-être un peu négatif. En vrai, on va aller sur une note plus positive de, nous, quels sont les premiers use cases qu'on a vus, avec nos acteurs côté public et industrie aujourd'hui, sur la mise en place de use case IA. L'IA, ça va nous apporter, avant tout, l'amélioration de l'offre de service. C'est un agent pour les agents. On est là pour, l'IA va être là pour offrir un service 100 opérationnel, 100 du temps. C'est ça l'intérêt, de l'IA, donc aider à mieux comprendre, le besoin des personnes que l'on sert, le besoin des clients, selon l'activité que vous avez, pour pousser toujours le même degré, d'excellence, de service, avoir une offre, plus personnalisée, selon les personnes, voire même déployer de nouveaux services. Là, par exemple, je peux prendre des use cases de chatbot externe. Maintenant, quand vous allez sur, les pages internet, vous avez quasiment 80 du temps un petit chatbot qui pop, en bas à droite de votre écran et qui est maintenant, agit quasiment comme un humain. Vous fait des recommandations, personnalisées. C'est plus un arbre de décision avec, 3 réponses automatiques. Donc on est sur quelque chose de vraiment, vraiment, plus fin, humanisé. Ensuite, les 2 blocs bleus, je vais un peu les réunir, mais l'IA, ça va être également nous servir à réduire les coûts et à gagner du temps. Donc on est là pour pouvoir prendre plus rapidement, des décisions, d'une part.
Ensuite, on va pouvoir automatiser des tâches complexes de traitement, de remplissage, de complétude de la donnée. Et puis aussi, on va pouvoir traiter ces documents beaucoup plus rapidement. Donc l'idée, c'est avoir des résumés rapides. Vous pouvez d'ores et déjà, quand vous jouez avec ChatGPT, lui fournir un PDF, lui demander d'avoir une note synthétique. On va pouvoir utiliser aussi l'IA pour pouvoir classifier les documents, hiérarchiser, prioriser les tâches à faire et ainsi mieux planifier son travail sans même avoir besoin d'écrire en dur les règles. Donc ça, c'est très bien pour, je veux dire, des nouveaux utilisateurs, des gens qui n'ont pas des profils data scientist, data analyst ou ingénieurs, pour pouvoir prendre en main ces technologies. Et puis, dernier point, mais qui est le plus important, parce que ça va être à la fois le socle de l'usage de la donnée, le socle de l'implémentation de l'IA, c'est que quelque part, on cherche toujours à avoir de plus en plus confiance dans la donnée. On a de plus en plus de données qui transitent toujours dans plus en plus d'endroits. L'idée, c'est on va l'utiliser pour améliorer la qualité, de la donnée qu'on a. C'est-à-dire que je prenais l'exemple de facture, je suis, côté contrôle de gestion, côté facturation, je reçois, 1 000 factures. L'idée, c'est que, par exemple, l'IA peut me dire: «Voilà, il manque des montants, il manque des signatures, il y a des choses qui ne sont pas complètes, ou il y a un numéro de sécu qui est mal rempli». Tout ça, on va pouvoir utiliser l'IA, pour corriger ça très simplement et avoir une donnée de meilleure qualité qui nous permettra demain de faire de la prédiction, qui nous permettra demain de mieux comprendre, les personnes que l'on sert. On s'était amusé du coup avec, Shervin à un peu regrouper, les applications, de l'IA par, métier. C'est c'est pas du tout exhaustif, c'est quelques exemples. Côté, juridique, légal, on va avoir, de la revue, de documents, de la veille réglementaire, de la prévention de litige. Côté R&D, ça peut aider sur du prototypage, de la prédiction d'effets négatifs, sur de nouveaux produits, nouveaux éléments, nouveaux emballages et cetera. Côté supply chain, ça peut aider pour, gérer la prévision des demandes, je vous disais prédiction de tendance, également sur la prévision des machines. Marketing et vente, on va être sur mieux comprendre, le client, mieux comprendre la réception à sa marque et mieux prédire ainsi et avoir des recommandations sur, les stratégies de vente, pour proposer de nouveaux produits, faire du upselling, du cross-selling. Donc, je propose un nouveau produit, vous allez sur Amazon, vous avez acheté un tournevis, il vous propose des vis qui vont bien avec. Et puis pour le RH, on est sur, de la lecture et à la fois de la création de fiches de poste, à la fois sur la lecture, des CV, de la compilation, l'identification du CV qui va bien, l'identification des bonnes questions à poser, pour clarifier des profils et puis voilà, enfin, des exemples, vous pouvez en trouver des milliers, ça qui est assez, génial, avec l'IA et en fait, dans tous ces exemples que vous voyez à l'écran, il y en a, 5-6 qui peuvent bénéficier, justement du traitement documentaire, où on va utiliser l'IA, pour faire du traitement documentaire et faire ces suggestions et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire, c'est se concentrer un peu plus sur ces, use cases de comment utiliser l'IA pour faire du traitement, réglementaire et toucher, voilà, tous ces secteurs, tout plein d'usages, différents. Heu, N'hésitez pas, alors à nouveau, je disais, vous pouvez poser des questions pendant la présentation. Vous pouvez également me demander de parler moins vite et d'articuler davantage. J'ai tendance à être, assez, verbeux. Pour Hem, moi, c'est parfait. c'est parfait, cher ami. Merci beaucoup. Un public, exigeant. Du coup, ce que je vous propose, c'est maintenant de rentrer un peu plus sur le traitement documentaire. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer quel intérêt d'utiliser, l'IA pour du traitement réglementaire et comment faire. Du coup, assez simplement, à nouveau, je vais essayer de rester, très schématique. Pourquoi utiliser de l'IA pour du traitement, documentaire? D'abord, très rapidement pour l'efficacité, je vous disais, c'est des choses qu'on peut déployer à la fois facilement et qui vont agir très rapidement et m'automatiser énormément de tâches, complexes. Donc on donne un large volume, de données, quand on est en salon avec Shervin, on a beaucoup de clients qui nous disent: «Voilà, j'ai 1 million de documents, j'ai 100 000 plans, d'archi et cetera. Comment faire pour pouvoir les traiter rapidement?» ou «J'ai des bibliographies incroyables, je ne sais pas où trouver ma réponse». En fait, avec l'IA, on va pouvoir fournir, énormément de documents et l'IA va nous aider à trouver, les bons morceaux de texte, la bonne justification, les bons documents à utiliser et nous dire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a d'abord une efficacité, de traitement et de recherche, de l'information
Ensuite, ça va nous servir également à améliorer la qualité de l'information. On est là, je vous parlais d'optimisation de détection d'anomalies. Est-ce que les numéros de sécu, sont bien remplis? Est-ce que les montants de mes factures, font sens? Hem, Plein de choses. Ça va également nous permettre de standardiser rapidement, la donnée. Standardiser, c'est voilà, vous recevez, plein d'informations de sources différentes. On a des clients qui utilisent, par exemple, de la donnée interne, de la donnée récupérée via API, par exemple sur de l'open source, de la data open source, ou qui vient de, sous-traitants, de plein, d'univers différents où les codes sont pas les mêmes, le lexique est pas le même. Mais avec l'IA, on peut comme ça harmoniser toutes les données, pour pouvoir la concaténer et pouvoir, utiliser, tout l'historique que vous avez sous la main et en dehors. Si je peux me permettre aussi une petite remarque en complément. L'IA en intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Il faut pas oublier que ça reste un assistant et que tout ce qu'aujourd'hui on va proposer autour de l'automatisation des tâches, l'optimisation et détection d'anomalies et tout ce que finalement Andreas a présenté jusqu'à présent, en termes de ROI, ça va être un réel gain de temps. Parce que de plus en plus, on a nos clients, quand ils viennent discuter avec nous, c'est parce qu'on est sur des tâches récurrentes, des choses très compliquées, du high level où on s'y retrouve pas. On a une masse d'informations qu'on n'arrive pas à traiter et c'est là-dessus où on va pouvoir apporter une valeur ajoutée. C'est ce gain de temps. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller à l'essentiel le plus vite possible? Voilà, excuse-moi. Non, mais Je t'ai c'est très bien, interrompu. merci beaucoup. J'ai tendance à paraître un peu trop technique et oublier qu'effectivement, quand on parle d'automatisation des tâches, quand on est sollicité, c'est parce que c'est des gens qui vont passer 2 ou 3 journées chaque mois pour aller venir, harmoniser les documents qu'ils ont reçus de gauche et de droite. Quand il y a des payes, pareil, on peut avoir cette chose, OK, ils vont passer 5, 6 jours à récupérer les fichiers de telle ou telle entité, à devoir les harmoniser et effectivement, comme le dit Shervin, vous, voilà, c'est peut-être le premier exercice à faire, c'est quelles sont ces tâches récurrentes et chronophages, qui me prennent 5, 6 heures par semaine ou par mois? Et ensuite, voilà, savoir que l'éventail de possibilités, est très, très large. Et puis dernier point, je parlais de la prise de décision. Voilà, avec du traitement, via de l'IA, on va pouvoir, scorer, automatiquement, selon plein de critères de jugement, de sélection, ces documents, pouvoir identifier enfin, faire du reporting très vite, voir, les contraintes critiques, détecter des éléments qui nous auraient un peu loupés, à la lecture, manuelle et puis, faire du prédictif. Tout ça au global, c'est vous dire, hem, les structures chez lesquelles on intervient, ils ont des pools de données incroyables, de plus en plus, faramineux parce que voilà, on a de plus en plus d'historique et on va venir pêcher de l'information, de gauche et de droite et tout ça, c'est une donnée qui dort et qui est vachement valorisable et on peut le faire, assez simplement. C'est ce que je vais vous montrer, d'ici, 5 minutes. Hem, je vais rentrer un peu maintenant dans le concret, plus dans l'expérience, utilisateur. Heu, Aujourd'hui, je vais me mettre, à ma place il y a, 2-3 ans. Hem, je recevais, par exemple, une liasse de documents un peu large et un peu compliquée et avant de rentrer, de mettre le nez dedans à moi-même, ce que je vais avoir tendance à faire, c'était peut-être de prendre tous ces documents, aller les fournir à ChatGPT ou alors fournir ma question, à ChatGPT, sur un sujet, plus ou moins récent, ChatGPT, va me donner une réponse, plus ou moins pertinente. Ça, c'est un peu le fonctionnement, je veux dire, le fonctionnement basique que vous voyez, en noir. L'idée aujourd'hui, c'est que, si je fais ça, par exemple sur des documents internes, si je pose des questions sur, du coup, «Qu'est-ce que tu dis ChatGPT, sur, ma paye, du jour?» ou sur les documents que j'ai chez moi, il va être dans l'incapacité, de me répondre. C'est un outil incroyable, mais du coup, il a été entraîné sur des jeux de données externes, et sur des jeux de données qui ont un certain historique. Du coup, si je lui pose des questions sur, moi ou sur des documents internes, il ne saura pas, me répondre. Du coup, l'idée, c'est de venir enrichir, le savoir et ma question avec, de la donnée interne. Donc, vous avez en doré un peu, votre contexte à vous, que ce soit le contexte, professionnel ou personnel. On va venir en fait, récupérer, tous les PDF, tous les Word, tout le texte que vous avez, chez vous, venir le stocker dans un format qui soit, facilement, consultable, pour notre question et en fait, avec ça, on va venir prendre les petits bouts, pertinents. Donc si par exemple, je dis, je veux, poser une question par rapport à du RH. On va venir
pointer pour dire: «Voilà, ça, c'est des questions, c'est des documents relatifs à du RH. Ça, c'est des bouts de texte relatifs à du RH. Ça, c'est des bouts de texte relatifs à ton par exemple, à ta paye ou à tel type de profil» et venir enrichir, du coup, ma question. Si je pose, voilà, «C'est quoi le salaire médian, chez moi, chez Midral?» On va venir enrichir ma question avec, beh, tout ce savoir, que j'ai, dans ma bibliothèque, interne et pour enrichir la question auprès de ChatGPT et obtenir, j'allais dire, une réponse améliorée et j'anticipe déjà un point, ça va être une réponse améliorée et également une réponse justifiée et ça, c'est quelque chose que je trouve, génial. Moi, à la base de formation scientifique, voilà, on avait une démarche scientifique. Quand je dis quelque chose, je dois avoir mes sources, je dois avoir la référence et cetera. Justement, avec ce genre de traitement, vous pouvez même pousser, dire, «Je t'ai fait cette réponse parce que voilà sur quoi je me suis, basé, voilà sur quel document je suis allé, puiser, voilà sur quel bout de paragraphe je me suis puisé. Tu peux me faire confiance et si tu me fais pas confiance, tu peux même me corriger, me dire: «Tu as pas agi de la bonne manière ou tu as mal interprété la chose». Beh, toute cette petite, partie, dorée en haut à droite, elle est gérée par un petit bibliothécaire, magique, qu'on va appeler, RAG. Je vous en parlerai un peu plus tard. L'objectif de RAG et justement, c'est d'optimiser, le résultat de mon, LLM. Et ce petit bibliothécaire magique, voilà, son travail, c'est de bien découper, les textes, de mettre à disposition, les bons textes, selon la question, que j'ai posée et de m'offrir je vous dis, une réponse, plus pertinente, plus actuelle, plus précise par rapport aussi à mon contexte. On est des contextes de niche, ça va pouvoir faire des choses, miraculeuses et me permettre comme ça de traiter mes documents en interne mais avec, la force et la façon de présenter la réponse, d'un LLM type un Mistral ou d'un ChatGPT. On s'est permis avec, Shervin juste parce que voilà, j'ai commencé à parler de RAG et ça va m'aider pour la démo technique que je vais vous faire après. Je vulgarise très, très, très vite, la partie, RAG, déjà pour vous faire le distinguo entre LLM et RAG et à quoi va servir le RAG dans notre use case. Le LLM, c'est quand vous allez sur, ChatGPT, c'est vous posez votre question et vous avez une superbe réponse, en langage, naturel, une réponse qui vous paraît, solide, dans, 70 du cas. C'est un modèle, linguistique qui comprend votre question, qui vous répond et qui a été nourri avec un historique de données de, X années jusqu'à, 2023 si vous êtes sur du, ChatGPT, 3.5, 2022 pardon. Le RAG, ça va être quelque chose qui se rajoute par-dessus, pour venir, enrichir, avec de nouvelles données. L'idée c'est qu'aujourd'hui, voilà, je vous disais, vous posez votre question à ChatGPT, vous avez 3 gros risques, je vais me limiter à ces 3 là pour l'instant. C'est, 1°, c'est des données obsolètes, je vous l'ai dit, la version de ChatGPT ou de Mistral que vous utilisez, elle n'est pas toujours nourrie avec la dernière donnée. Donc, vous avez des risques, d'avoir une absence de réponse ou une réponse erronée parce que, il y a de la donnée obsolète. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des biais ou de l'hallucination. Je vais regrouper ça avec l'absence d'information, c'est vous allez avoir, ChatGPT qui va vous répondre quelque chose alors qu'il n'en sait rien, parce qu'il veut absolument vous répondre. Vous allez avoir ChatGPT qui va vous répondre quelque chose, qui est erroné parce qu'il est pollué par des mauvaises sources. On va parler de biais. Si je commence à poser des questions, sur des marchés de niche, je sais pas, je pose une question par exemple, avant je faisais des études de marché, sur, l'industrie agroalimentaire. Si je pose des questions, par exemple sur, des pratiques alimentaires, dans une ville très précise, dans le Sud-Soudan, la documentation de ChatGPT, elle est peut-être plus nourrie avec, de l'info sur, les US, sur l'Asie et cetera et elle risque de me mentir et de me dire que dans le Sud-Soudan, il y a énormément de burgers, j'en sais rien et avec, de la charolaise. Vous avez un peu le voilà, l'exemple un peu bête et méchant. Et puis, dernière chose, on a souvent des clients qui sont sur des secteurs très précis, très pointus, avec des technologies de dernier cri. L'idée du RAG, c'est qu'on va pouvoir rester à jour et s'adapter toujours à des sujets plus techniques. L'idée, c'est qu'on va toujours pouvoir l'alimenter avec des nouvelles, informations. Je prenais l'exemple, de factures. Demain, vous rajoutez les dernières factures du mois précédent et cetera. Vous faites vivre comme ça, entre guillemets, votre LLM avec, du savoir, qui arrive, en continu. D'ailleurs, c'est même, vous pouvez le faire, par exemple, vous pouvez nourrir le LLM, par exemple, avec des sources de médias, de réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser la source RAG, ça va être, par exemple, les réseaux sociaux, votre Twitter, votre Facebook et cetera et pour pouvoir alimenter, les questions que vous poseriez à un ChatGPT. Heu
tous ces avantages, évidemment, sont pas sans inconvénients. Si je dois vous laisser avec deux inconvénients sur la partie RAG, le plus gros, ça va être peut-être dans un premier temps la performance. Là, je vais vous montrer une démo. Je l'ai fait dans les limites des capacités, par exemple, des outils que j'avais à ma disposition, de mon ordinateur, des serveurs que j'utilise. Donc déjà, le traitement documentaire et la partie récupération de l'information, voilà, peut être limité par ce rail. Et puis ensuite, le deuxième point, bah, c'est quelles données vous lui donnez à utiliser à ce RAG. On ne peut pas critiquer si je pose une question mais que j'avais pas non plus l'information en interne ou que le RAG l'a peut-être mal interprété, que je l'ai pas corrigé. Voilà, on a toujours besoin d'un peu affiner la qualité et la pertinence de la donnée qu'on lui propose. Pareil, si je lui donne que des documents incomplets, il y a besoin toujours d'avoir ce socle solide de données exactes, complètes et à jour. Donc ça, c'est pour la partie un peu fonctionnelle. L'idée, c'est que voilà, quand on en parle avec des clients aujourd'hui, ils s'imaginent quelque chose de très compliqué, alors qu'en fait, on est capable de faire ce que je vous ai montré juste avant, avec des outils no code. Ça veut dire des outils où vous n'avez pas besoin de taper des longs scripts dans des langages que vous ne connaissez pas, mais plutôt avec des choses très visuelles, documentées, où par exemple, vous allez dire je veux lire mes PDF, il y aura une boîte avec marqué lire les PDF. Je veux poser ma question, il y aura une boîte poser la question. On peut faire des choses assez simples, déjà à déployer pour vous et à présenter. Nous, on accompagne beaucoup de clients pour les former sur ce genre d'outils et les aider dans les premiers pas de déploiement de la solution. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration de traitement documentaire avec un outil. Donc, l'outil s'appelle Nime, donc c'est K-A-N-I-M-E, mais on prononce Nime. C'est un outil allemand génial. Vraiment, c'est un de mes préférés. Si vous avez déjà utilisé AlterX ou du DataIQ, vous allez vous y retrouver. Mais c'est vraiment un outil fabuleux déjà. Alors, il est open source, vous allez pouvoir, et il y a une version gratuite, donc vous pouvez vous y amuser avec chez vous. Vous l'installez à la sortie de la réunion et je vous promets qu'en 10 minutes, vous pouvez sortir un traitement automatisé incroyable qui fait son petit effet waouh, vraiment en 10-15 minutes. Même moi, j'ai réussi, hein. Et voilà. Ah, même, alors, Shervin se sous-estime, mais voilà, Shervin, en une demi-journée de formation, est capable même de déployer un pipeline de machine learning, enfin, un use case de data science, même sans formation de data scientist. Alors, je dis pas qu'il comprendra les sous-jacents ou que on saura exactement utiliser le bon modèle ou avoir les bonnes pratiques, mais on est capable, voilà, de mettre un premier pied dedans, avoir des premiers résultats et commencer à se poser des questions, être curieux et vouloir en demander plus. Donc avant d'aller sur la démo, juste pour vous expliquer ce que vous allez voir à mon écran, on vous a préparé juste deux slides pour vous expliquer c'est quoi cet outil et comment il fonctionne. Du coup, la première chose, c'est de vous dire c'est quoi ces outils le code, no code. En fait, les outils le code, on va parler surtout là d'ETL, donc d'outils de transformation de la donnée. Ces outils no code, en fait, ils vont être reflétés par des flux, des enchaînements de petites boîtes, chaque boîte étant égale à un traitement. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dans Excel, vous voulez faire un égal somme de je ne sais pas combien de lignes, c'est un traitement. Vous demandez à filtrer de la donnée dans votre Excel, c'est un traitement. Bah, au lieu d'aller le faire manuellement avec des clics ou avec des cellules, on le fait avec ces petites boîtes. Donc, on va avoir par exemple des petites boîtes pour filtrer, des petites boîtes pour sommer des montants, des petites boîtes pour regrouper des documents, des petites boîtes pour lire, écrire, enregistrer les documents, des boîtes pour explorer la donnée de façon visuelle, produire des graphiques. Chaque boîte égale un traitement. Et du coup, quand vous les mettez à la queue leu, vous obtenez des flux ou des workflows, désolé pour les anglicismes, mais des flux de données qui vont vous permettre de partir de votre donnée brute à bah, le résultat dont vous avez besoin. Là, dans notre cas à nous, c'est partir des PDF ou des documents que vous avez en interne et arriver à la fin, et bien, en fait, à une question que vous posez et on vous répond, ben, voilà la réponse par rapport à la documentation que vous avez en interne. L'outil Nime, il va nous permettre en fait de tacler, enfin d'aborder tous les sujets nécessaires à la data science. Alors, à nouveau, je suis très schématique.
C'est pour simplifier au plus. Pour faire notre use case, on va avoir besoin d'abord de collecter la donnée, de la préparer pour qu'elle soit prête à l'usage, de construire ce modèle qui va nous permettre de poser les questions, ça peut être aussi des modèles de prédiction, etc. Notre modèle, d'explorer la réponse ou les résultats, et enfin de déployer. Quand on parle de déployer, c'est industrialiser le processus qu'on a. C'est que demain, aujourd'hui, vous faites ce petit use case chez vous, mais comment ça marche demain pour le déployer, le partager avec les collègues, le mettre en production? Eh ben, Nime va nous permettre de faire tout ça. Il nous met à disposition, pardon, plein de boîtes. Et en plus, c'est assez sympathique. La couleur des boîtes est en référence avec le traitement que je vais avoir. Donc, si j'ai des boîtes orange, vous saurez que c'est pour collecter de la donnée, accéder à mes sources de données, soit en interne, soit sur du cloud, soit des appels API, etc. Si vous voyez des boîtes jaunes, ça va être de la préparation de données. Est-ce que j'ai besoin de filtrer, de nettoyer, de faire des transpositions, etc. Dès que je vais commencer à faire de l'analyse, du data mining, enfin des choses plus relatives à la data science, vous verrez des boîtes vertes. La partie bleue, c'est plutôt de la visualisation. Donc, si on veut voir des bar charts, voir les tendances de notre donnée via des courbes, ça sera des petites boîtes bleues. Toujours très facile à configurer, je vous montrerai. Et puis, tout ce qui est rouge, c'est la sauvegarde, l'écriture et l'enregistrement de ces résultats. Et vous allez voir à mon écran pendant la démonstration, ce petit écran, ça va être mon aire de jeu. Euh, la plupart des outils no-code, low-code ont un peu cette même structure avec à gauche les briques de Lego, c'est avec ce avec quoi vous allez jouer. Au milieu, c'est l'aire de jeu, c'est là où vous allez poser vos traitements. Et en bas, c'est la preview. Donc, pour vous montrer, voilà, à gauche, vous allez voir les traitements que je fais, les traitements auxquels j'ai accès, les différents projets, donc les workflows que j'ai, et même, il se rajoute toujours plus, vous avez maintenant des agents, vous avez des chatbots avec de l'AI. euh, Même si vous êtes très timide, vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez même poser la question à l'outil, dire, voilà, je souhaite dire mes PDF, ils sont dans tel endroit, et j'aimerais que tu me nettoies et que tu me dises qu'est-ce qu'il reste à faire. Et ben, en fait, même l'outil peut vous pousser les bons traitements à faire, voire même l'enchaînement des traitements à faire. Vous allez peut-être pas avoir le résultat idéal, mais vous allez avoir un premier socle. Et vu qu'on peut avoir une enfin, un aperçu du résultat, vous allez pouvoir itérer dessus. Vous avez le socle, vous allez faire un peu votre rétro-engineering, essayer de comprendre, OK, cette boîte m'a permis de lire, OK, cette deuxième boîte, elle m'a permis de traiter la donnée, et cette troisième boîte, elle me permet de poser la question. C'est comme ça, vous débutez avec une belle entrée en la matière. Au milieu, vous allez avoir mon flux de travail. Vous allez voir tous les traitements que j'ai effectués pour faire le RAG et pour pouvoir traiter les documents que j'avais en interne. Et vous allez voir que tous mes nœuds, tous ces traitements, il y a un petit bout de texte qui me dit qu'est-ce que fait ce nœud. Et c'est idéal parce que voilà, si je partage mon résultat avec Shervin, aujourd'hui je fais la démonstration. En fait, j'aurais pu laisser n'importe lequel de mes camarades faire la démonstration à ma place parce que tout est automatiquement documenté. Demain je pars, il n'y a pas de souci. Demain je suis malade, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, si Shervin a besoin de repasser sur mon travail pour le faire évoluer, par exemple venir connecter une nouvelle source, ça va être très très simple. Je montrerai. Et puis voilà, je le disais, en bas, vous verrez l'aperçu des résultats. C'est grosso modo chaque traitement, on a un aperçu à chacune des étapes. Et ça, c'est une grosse force de Nime. C'est voilà, chaque petit traitement, je sais ce que ça fait. Et si jamais il y a une erreur, je sais où remonter. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur cette solution Nime et de vous montrer un use case de traitement documentaire qui me paraît moi simple, et je vais essayer de vous convaincre du cas et de comment ça fonctionne. Du coup, je vais passer sur la solution Nime. Hop, je vais essayer de me dire est-ce que tu vois correctement. C'est parfait. Alors, je te dis, ça va être un peu petit. De toute manière, on partagera sur LinkedIn les captures d'écran si nécessaire. Et si vous avez des questions, surtout à nouveau, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Donc, comme je le disais, l'outil name va se composer de la manière suivante. On va avoir à gauche, du coup, toutes les petites briques de Lego avec lesquelles j'ai joué pour faire ce flux de préparation. Au milieu, il y a mon aire de jeu.
c'est là où j'ai construit ce traitement documentaire. C'est là où j'ai dit, je souhaite lire tel PDF, je souhaite utiliser du ChatGPT pour répondre à mes questions, je souhaite stocker mes informations de telle ou telle manière, je souhaite les visualiser de telle ou telle manière. Et je vais venir ensuite vous raconter l'histoire. Ça va être de gauche à droite. Ça va être assez simple. Et puis, à chaque fois que je cliquerai à un endroit, j'aurai la possibilité de voir un aperçu des résultats. Donc là, je spoil un petit peu la fin, mais l'idée, c'est, j'avais enregistré des questions. Désolé, c'est en anglais, mais je le ferai en français après. J'ai posé des questions et j'ai à droite les bouts de documents que j'ai partagés à mon flux. Il allait me retrouver les bouts de texte pertinents par rapport à la question que j'ai posée. Alors, je vais pas spoiler trop vite, je vais revenir à la base. Euh, et je vais vous expliquer qu'est-ce que fait ce flux. Euh, Retenez déjà, grandes étapes, à gauche, il y a tout ce qui est l'aspect génération. C'est quel document je vais utiliser. Euh, enfin, pardon, j'ai dit génération, je veux dire récupération. C'est, on va extraire donc toutes les données dont j'ai besoin pour mon traitement documentaire, les connexions qui vont bien avec, le stocker de la bonne façon, prêt à l'usage. Et puis, tout ce qui est à droite, ça va être plutôt à ce moment-là où je vais poser ma question, ça va être la partie de génération. Donc, on va venir extraire les bonnes informations. Je vais utiliser même le LLM de ChatGPT 3.5, parce que j'avais une version gratuite à utiliser, pour avoir une belle réponse en langage naturel à la question que je vais poser. Et puis, vous voyez, on a documenté ça assez simplement avec des grands blocs. L'idée, c'est que si quelqu'un passe dessus, il comprenne ce que fait chaque petit groupe de nœuds. Donc, je vais avoir une partie où je suis venu traiter mes documents sources, c'est-à-dire quel document je veux donner à Naïm à analyser. Ça peut être, je disais du PDF, donc ça peut être des factures, ça peut être des factures, ça peut être là, en l'occurrence, j'ai demandé à ChatGPT de lire la réglementation. Je vous parlais de l'IA Act. Je lui ai demandé de lire ce très très long document qui fait plusieurs centaines de pages. Et mais demain, je pourrais venir lui rajouter tous les amendements, les nouvelles versions du document. Je lui ai donné un chemin. Je lui ai dit, tu me lis tous les PDF qui sont dedans. C'est assez bête et méchant. Vous avez des petites boîtes. Vous dites, je souhaite lire un PDF. Je tape PDF dans Nime. Il va me dire les traitements que je peux faire avec du PDF. Je le prends, je le dépose. Et vous voyez mon petit traitement apparaît ici. Et ensuite, un clic droit quand on ne sait pas quoi faire. Là, j'ai la possibilité de configurer ce traitement et de dire, ben, voilà, je souhaite que tu lises toutes les informations, tous les fichiers qui sont contenus dans ce fameux dossier PDF RAG. J'ai entré aucune ligne de code. Derrière, il y a du code effectivement qui est généré sur ces boîtes textuelles. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, il y a ce premier bloc de traitement des documents sources. On va venir pointer ce dont on a besoin, venir le segmenter, parser comme il faut. On va ensuite venir les stocker. Donc, je ne vais pas rentrer sur la partie technique parce qu'il y a des gens dont c'est pas du tout le métier et c'est pas intéressant là pour l'instant. Retenez juste que on a à disposition des outils, des bibliothèques d'embedding, si vous avez besoin de connaître le terme. C'est des méthodes d'encodage qui vont permettre de prendre tous les petits mots de mes PDF ou les parties d'un mot, les syllabes, et les transformer en vecteurs. Et ces vecteurs, ça va être de la donnée beaucoup plus facile à utiliser quand je vais poser des questions. Et ça va nous permettre d'effectuer des calculs sur des mots. Ce qui dit comme ça peut paraître bête, mais en fait, on va essayer de faire de la recherche sémantique, donc voir les mots qui ont des liens entre eux, voir s'il y a des mêmes contextes, de la similarité entre mes mots, comme ça. Et du coup, si je pose demain une question à ChatGPT, enfin à mon modèle, pardon, sur la base des documents de l'IA Act, si je lui dis j'ai des questions sur la temporalité, quand va être mis en application le document, il va comprendre que je parle de temporalité et il va aller chercher tous les vecteurs qui ont un lien avec de la temporalité. Et ça, j'ai même pas eu besoin de le coder. J'ai posé des possibilités. Soit vous êtes expert et vous savez quelle bibliothèque utiliser, soit vous demandez à Naïm, j'ai besoin de faire de l'embedding, qu'est-ce que tu me conseilles au vu de mes données? Là, on a utilisé un embedding fait par Facebook. C'est une librairie du coup qui va nous permettre de faire ça très bien. Et on va stocker la donnée sous forme de vecteur.
La petite boîte en haut à gauche, c'est pour me connecter à mon OpenAI à moi. C'est juste, on a rajouté un petit coup de ChatGPT. L'idée, c'est que si je pose une question, je veux avoir une réponse un peu jolie, un peu soutenue. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites au school et vous dites, je veux juste la réponse brute, la justification, les petits bouts de texte et juste ma réponse. Ou je veux quelque chose un peu plus vivant. Si je veux le déployer par exemple en interne, bah voilà, on s'est permis de rajouter une partie LLM pour ce faire. Et puis, la partie qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, cette partie en haut à droite, c'est la partie traitement documentaire pur et dur. Voilà, vous avez fait la partie en amont d'extraction. Maintenant, je veux poser une question sur la base de tous les documents que j'ai fournis. Eh bien, en fait, on a préparé déjà deux previews avec Shervin. Je vais vous le montrer. On va pouvoir maintenant poser des questions. Donc, par exemple, on avait enregistré 5 questions. On avait demandé quelles étaient les pratiques qui allaient être interdites suite à la parution de l'AI Act d'ici 2026. On avait demandé aussi quels étaient les risques sur certains secteurs, quelles étaient les obligations auxquelles notre secteur minéral allait être contraint. Et en fait, vous voyez derrière, on a demandé au modèle de nous sortir le top 5 des bouts de texte ou des paragraphes qui lui paraissaient le plus pertinent pour répondre à notre question, voire même qui peuvent contenir la réponse. Vous pouvez dire 5, 10, 2, 3. Plus vous allez en demander, plus ça va être gourmand en performance et plus vous allez vous retrouver peut-être éloigné de la réponse. Mais du coup, comme ça, on peut sortir vraiment les bouts de texte qui nous intéressent en 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8 petites boîtes à la queue leu, je peux être capable de créer ce RAG qui va me sortir déjà les bouts de texte qui m'intéressent. Et également, ensuite, voilà, je vous disais, on a rajouté une petite brique avec ChatGPT. Si maintenant je pose la question, il va combiner à la fois le pouvoir de mon RAG, donc du savoir qu'il est en interne, et la manière de répondre de ChatGPT. Donc maintenant, si je pose une question, il va me répondre, et en plus c'est chouette, il va me répondre en français, et il pourra adjoindre en dessous le justificatif avec le bon bloc PDF qui m'intéresse. Et dernière chose, et comme ça je me garde quand même 10 minutes pour la session de questions-réponses, on peut, via Nime, même déployer des web apps ou des outils. Ça veut dire que normalement les ETL, ça va plutôt être, je regarde à la fin, à la sortie, mes traitements de texte, ça reste un peu boîte noire et mes utilisateurs, ils verront ça ailleurs. Là, vous avez la possibilité de venir interagir directement avec la donnée. Donc, j'ai comme un petit écran ChatGPT à disposition. Je peux poser ma question, quels secteurs vont être impactés par cette réglementation. En haut, c'est juste, je vais préparer, je vais demander, je vais donner une consigne de comment il doit me répondre. Vous avez la possibilité d'inclure plus ou moins de documents. Je peux poser la question. Ma petite moulinette, mon petit Nime va tourner. Alors, je dis Nime, mais hop, je vais peut-être avoir le démon de la démonstration en live. Hop, je vais voir si j'arrive à le faire refonctionner. Sinon, il faudra me croire sur parole. Il est possible que mes crénachas soient tombés en rade et du coup, contrainte de temps, j'irai pas plein. Mais vous avez la possibilité comme ça de poser votre question directement dans cet environnement même, de ne pas en sortir, voire même déployer le petit écran que je vous ai proposé. Hop, bah, super. Alors, si je retente, quel secteur va être impacté par la réglementation? Vous avez en bas l'historique des questions que j'avais faites pour tester avant la démo. Il va mouiner, il va faire tourner le RAG, il va faire tourner mon chat GPT et il va me faire une réponse. Voilà, il me renvoie même au paragraphe. Là, voilà, il va pas me mentir, il va pas me dire: «Oui, effectivement, il n'y a pas de réponse textuelle, enfin, il n'y a pas marqué, c'est, le secteur de la métallurgie, nin nin». Il va me dire: «Voilà, moi, je lis la meilleure réponse, c'est réfère-toi, ils sont listés dans l'annexe 2, section B, du document». Donc on évite pareil d'avoir des hallucinations ou des fausses réponses et on peut déployer ça, bah, du coup, sur l'intranet, de Mindral ou, de votre, entreprise. Voilà pour ce qui conclut la partie démo technique. Ce que je vous propose, c'est de profiter, il nous reste 4-5 minutes avant de partir en hypoglycémie. Si vous avez des questions
sur la présentation, des questions sur la démo que je viens de vous faire, ou des questions à Shervin sur Mindra, ce qu'on fait, soit sur ce sujet ou comment on a accompagné des clients pour ce faire, n'hésitez pas. Ouais. Et en complément, déjà un grand merci Andreas, c'était très clair, pour cette démo et pour toutes tes explications. Et effectivement, comme l'a dit Andreas, si vous avez des questions, c'est le moment. Si même vous voulez partager des rex de votre côté, des choses que vous avez mis en place, mis en œuvre, qui rejoindraient un petit peu ce type de sujet et que vous souhaiteriez en échanger, n'hésitez pas aussi à m'envoyer à moi ou à Andreas un petit message sur LinkedIn pour qu'on organise potentiellement un autre événement de ce type pour partager. Et puis, sinon, je vous laisse nous poser vos questions si vous en avez. Et pour donner envie aux gens de poser des questions, nous, en tout cas, Mindral, on intervient de plusieurs manières. Déjà, avant de parler de clients, on fait des data labs réguliers par mois chez Mindral. Donc, on fait venir des gens peuvent venir chez Mindral et on peut faire ce genre de démo, construire ce genre de flux de préparation de données que je vous ai montré, le faire ensemble, donc avec le Shervin du mois et puis des gens comme vous pour prendre déjà découvrir de nouveaux outils, voir comment ça fonctionne, l'essayer même sur des use cases perso, c'est-à-dire que voilà, là je vous ai montré un RAG sur la base d'un document qui moi m'intéressait. Si demain voilà vous avez des use cases perso pro, on peut imaginer ce genre de use case. Après dans le cadre purement professionnel, je vous dis les clients qui se lancent de plus en plus, donc on peut aider à changer le besoin. Donc comme disait Shervin, avoir quel est le gain, le ROI associé à vouloir déployer ce genre de traitement automatisé, voir les applications, voir les bénéfices que ça peut octroyer, soit à votre métier directement ou à l'entreprise, parce que voilà, très souvent on se retrouve à être sollicité par un métier opérationnel pour déployer ça, et puis les RH se rendent compte que ça pourrait leur servir avec modulo deux trois petits réglages, et puis l'équipe juridique se dit maintenant c'est industrialisé, ça marche bien, nous aussi on aurait nos documents à intégrer, est-ce que vous pouvez le déployer? Donc voilà, dès que quelqu'un se lance, ça peut faire venir les questions, émerger les questions et les besoins des uns et des autres. Donc, Alors, pour répondre à la première question, euh, merci à vous déjà d'avoir été présent et l'enregistrement sera, sauf erreur, sur LinkedIn tout à fait. directement. On va la poster, comme ça vous aurez tous accès, vous pourrez même la partager et puis commenter avec vos amis qui pourra aussi avoir un intérêt sur ce sujet-là. Donc ce sera mis à disposition euh, pour, euh, pour refaire un petit peu l'exercice de votre côté. Et deuxième chose, plus sur la partie technique, si vous avez des questions, vous pouvez me pinguer sur LinkedIn, je serai super content de pouvoir échanger avec vous dessus. Et autre chose, les outils comme Nime partagent énormément de flux, ils ont une grosse communauté, et en fait, vous pouvez même aller reprendre des use cases faits par d'autres personnes. Donc, par exemple, demain, je sais pas, vous avez envie de vous lancer sur un use case de synthèse financière ou de comment effectuer un PNL avec Nime, eh bien, en fait, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc, vous pouvez reprendre leur flux à eux et le régler pour que ça colle à votre use case, mais déjà avoir un premier aperçu d'un projet bout en bout. Vous installez Nime, vous prenez le use case sur la démo. C'est des choses parfois un peu très éloignées des besoins. Il y a besoin quand même de temps pour savoir comment je l'adapte à mon besoin, mais ça vous donne un bon aperçu. Je sais pas s'il y a d'autres questions, je n'ai Il n'y a pas. pas d'autres questions pour l'instant, ça veut dire que tu as été extrêmement clair. Ou que les gens sont extrêmement fins. En tout Très bien. cas, on reste avec Shervin à votre disposition. Comme l'a dit Shervin, on mettra à la suite du webinaire du coup le lien. Et il y a normalement un troisième webinaire. Ce webinaire s'inscrivait un peu dans une démarche sur l'IA. J'avais mon collègue Anathan, enfin, mon responsable Nathan, qui avait fait une introduction à l'IA et ce webinaire-là s'inscrivait dans sa continuité. Il y a un troisième webinaire animé par Midral qui aura lieu le 13 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page et aller voir si le sujet du webinaire suivant peut vous intéresser. Euh, et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisserai juste sur un dernier écran
Et j'en profiterai également déjà pour vous remercier pour votre attention. Shervin est le plus poli de nous deux, mais merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à donner un avis. L'idée, c'est que on a beaucoup aimé faire cet exercice. Si on peut l'améliorer pour les prochaines fois, peut-être choisir des créneaux avec moins d'hypoglycémie, on fera ça. On voulait quelque chose qui soit le plus arrangeant pour tout le monde. S'il y a besoin de mettre de la musique, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire, à être sincère sur vos retours. Comme ça, nous, ça nous permet d'améliorer ce genre d'événement. Et puis, Et notamment qu'on agrandisse un petit peu cette communauté autour de l'IA, hein, qui est déjà bien présente, mais qu'on construise ensemble un petit peu l'IA de demain de manière la plus intelligente et adaptée au processus métier, professionnel ou personnel de chacun. Donc voilà, on reste à votre disposition. Merci à tous pour votre présence et puis un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. merci à vous.